Salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'attendais un peu le passage de la rentrée pour recommencer à faire des lives. Là. Ça faisait longtemps que j'en ai fait. J'en ai fait un cet été. Je pensais que j'étais sac. Mais je regardais la vidéo puis j'étais comme. J'avais l'air semi-comateux. Voilà. Trêve de plaisanterie. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous pouviez juste écrire sur le chat si vous m'entendez bien. Juste pour m'assurer que je parle pas dans le vide, là, que je parle pas à mon chien Merlin qui est juste à côté. Fait que j'en profite pour vous saluer. Ok, good. Fait que j'avais le goût de vous parler, en fait, de réagir à une annonce que possiblement vous avez vu passer, parce que ça s'est beaucoup partagé sur les groupes Facebook liés à la garde de poules au Québec. C'est en fait suite à une publication, en fait à deux publications qu'a rédigé Dominique Lamontagne, qui a écrit le livre La ferme impossible, puis L'artisan fermier, qui est très actif là, dans le domaine de l'autosuffisance alimentaire. Il a partagé au Québec que la réglementation avait été modifiée pour, dans le fond, baliser la production d'œufs d'incubation, donc des œufs qui sont produits pour reproduire de la volaille, des poules, à 15, maximum 15 poules par année et 5 coques. Ça, dans le fond, ça s'inscrit dans le cadre de la gestion de l'offre où, dans le fond, il y a des règles qui sont mises en place pour que la production puisse se coller le plus possible sur le marché, sur les consommateurs. Au Québec, on a ça dans le domaine de la poule pondeuse, du coq à chair, du lait de vache, puis du dindon. Hein, il y en a 4 qui sont encadrés par ça. J'ai été surpris d'apprendre que c'était aussi balisé, ou ça ne l'était pas, ça l'est maintenant, pour les œufs d'incubation. Et puis, c'est clair que ça va avoir un impact, parce que de ce que je comprends, ça a été adopté, donc ça serait en vigueur. C'est clair que ça va avoir un impact sur les producteurs d'œufs d'incubation. Moi, je m'approvisionne auprès de producteurs d'œufs d'incubation pour, dans le fond, essayer des nouvelles races à chaque année, mais aussi pour les projets d'autosuffisance alimentaire, parce que de ce que j'en comprends, même si tu n'en vends pas des œufs de consommation, tu es ciblé quand même par cette réglementation-là. Donc, je trouve ça très. J'ai de la misère à comprendre, en fait. De la misère à comprendre. Je suis pas surpris parce que je commence à prendre conscience là, à quel point y a pas, c'est pas pour le bien commun, en fait, que les décisions sont prises, notamment en agriculture. Mais c'est quand même interpellant tout ce qui se passe. En fait, c'est comment je disais ben ça? Ça a été fait à la demande des producteurs, je vais retrouver le nom ici, la Fédération des producteurs d'œufs d'incubation du Québec qui a demandé à la Régie des marchés agricoles et agroalimentaires du Québec de limiter à 15 le nombre de poules et par année, puis à 5 le nombre de coques. Si on regarde, là je fais écho à la réaction qu'a eu l'Union paysanne, qui est un regroupement que je qualifierais de syndical alternatif à l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, qui a le monopole syndical au Québec en termes d'agriculture, qui a réagi en disant que, vous pouvez voir là, dans les commentaires liés à ma vidéo, que dans le fond, il n'y a pas d'impact. C'est minime la part de marché des petits producteurs qui mettent en marché des offres d'incubation, dans le fond, pour la vente, pour approvisionner monsieur, madame, tout le monde, ou d'autres éleveurs, par exemple. Comme moi, je ne me qualifie pas d'éleveur parce que je ne vends pas de volaille, mais je m'approvisionne en poules de races comme ça, de différentes races. C'est totalement minime les parts de marché des petits producteurs là-dessus. Donc, c'est
si c'est ça l'argument qui a été mis de l'avant pour justifier cette demande de changement réglementaire-là, ça tient pas la route. Mais tu sais, quand on met ça dans un contexte plus global, en fait, ce qu'il faut savoir, là, c'est que c'est l'industrie qui contrôle la gestion de l'offre au Québec. Hein? Puis Dominique Lamontagne est beaucoup mieux placé que moi pour en parler. Dans son livre La ferme impossible et l'artisan fermier, moi, je le considère comme un expert. Là. Il est très, très calé là-dedans. Fait que vous pourrez aller voir ce qu'il en pense. D'ailleurs, j'ai mis les deux liens de ces deux publications Facebook dans la description associée à la présente vidéo pour vous mettre en contexte. Là. Mais la gestion de l'offre au Québec, c'est, bon, tu dois acquérir un droit de produire. Donc, tu dois avoir un quota au-delà d'un certain nombre d'animaux que tu vas garder. Hein, dans le cas de la volaille, tu as le droit à 100 poules pondeuses par année et de 30 volailles pour la chair par année. Je ne sais pas pour la production d'œufs, pas d'œufs, mais de lait de vache. Et je pense que le dindon, c'est 50. Mais quand tu compares ça à d'autres provinces au Canada, là, on se rend compte qu'ici, là, on est dans les plus restreints. Vraiment, là, il y a un contrôle qui est excessif exercé par ceux qui contrôlent les marchés, donc les plus gros producteurs. Puis c'est eux autres d'ailleurs qui octroient les droits de produire. Donc si tu vas entrer dans le système de quotas, n'entre pas qui veut, puis c'est eux autres qui vont dire ok, toi tu as le droit, toi tu n'as pas le droit. Peut-être, il y a sûrement des détails de plus à donner là-dessus, mais c'est totalement. Ils sont en total conflit d'intérêts à ce sujet-là. Puis aussi, pour mettre davantage en contexte, ce que vise la modification de ce règlement, c'est vraiment le marché des poules de race. Okay? Pour expliquer une poule de race, je vais expliquer de prime abord c'est quoi une poule hybride. Les poules hybrides, ce sont les poules comme la poule rousse, la poule blanche, la poule noire, la poule grise, qui sont de prime abord développées pour aller dans les poulaillers commerciaux, parce que ce sont des poules qu'on a développées pour avoir une génétique produit un rythme effréné des œufs. Dans les poulaillers commerciaux, ils les gardent à peu près une année, 12 mois, où on va récolter un petit peu moins qu'un œuf par jour. C'est vraiment une production qui est intense. Après quoi, on les envoie à la réforme, donc à l'abattage pour être transformés, par exemple, en des produits alimentaires pour chats et chiens et autres cossins que je ne veux pas savoir. Fait que là, on ne s'attaque pas vraiment, pas du tout, en fait, à ce domaine-là. On va s'attaquer aux petits producteurs, en fait, là, qui produisent des poules de race. Puis, tu sais, il n'y en a pas de gros producteurs de ça. Ce sont essentiellement des petits producteurs. Donc, qu'on vient, dans le fond, dont on vient restreindre les activités. Donc, des gens qui peuvent subvenir et qui peuvent avoir comme emploi l'approvisionnement en œufs d'incubation, des gens comme moi qui veulent essayer des races, parce que moi, je tripe vraiment poules de race pour toutes sortes de raisons, notamment pour pouvoir manger les poules pondeuses, pour avoir les races les plus résistantes aux rigueurs de nos hivers, pour avoir des comportements divers, des coloris divers, des couleurs de coquilles de l'œuf diverses. Il y a plein de raisons, en fait, là, qui peuvent vous mener à adopter des poules de race plutôt que des poules hybrides. Donc, les gens, c'est vraiment ce marché-là qui est attaqué. Mais pas seulement les producteurs, ceux qui vont en vivre à temps plein ou à temps partiel de ça, mais les projets individuels d'autosuffisance alimentaire. C'est là que ça m'interpelle le plus, c'est que là, avec cette réglementation-là, on vient dire que moi, je demeure en campagne, je veux demeurer en dehors du quota parce que c'est bien moins compliqué, mais je suis quand même déjà très limité dans ce que je peux avoir. 300 coques à chair, 100 poules pondeuses. Mais là, on me dit pour produire mes propres œufs d'incubation, donc même pas besoin des ventes, là, on me limite à 15 poules pondeuses de reproduction et à 5 coques. C'est totalement absurde à mon avis, c'est totalement un non-sens, mais comme je disais tantôt, ça ne me surprend pas parce que ça fait longtemps que j'observe ce qui se passe. Puis on va se le dire, au Québec, là, dans le système agroalimentaire et même en général, on est hyper normé, hyper encadré en termes de normes, de règlements, de lois. C'est vraiment, alors qu'on est les plus taxés, je trouve ça paradoxal, mais les plus taxés en Amérique du Nord, sinon parmi les plus taxés des provinces et États en Amérique du Nord. Donc pour moi, ça
On est déjà on a un boulet autour de la cheville, tu sais, vraiment, déjà en partant. Puis là, on veut ajouter ça. Comment réagir à ça? C'est sûr que je voyais aussi des publications des gens qui partageaient des lettres types à partager, dans le fond, à envoyer à des personnes en position de pouvoir, ce genre de choses-là. Vous pouvez faire ça si ça vous appelle. Évidemment, aucun problème. C'est important de faire dans la vie ce qui nous appelle. Moi, ce qui m'appelle profondément et de plus en plus, comment dire, depuis un bout de temps et de plus en plus intensément, ce qui m'appelle, c'est de faire fi complètement de ces règles absurdes-là. Fait que si vous dites «Oh, Martin, il incite à la désobéissance civile», je vais vous répondre franchement, la réponse c'est oui, absolument. Moi, je suis urbaniste de formation. J'ai été chercher jusqu'à une maîtrise là-dedans. J'ai travaillé dans le domaine municipal. Je suis conseiller municipal aussi. Donc, je suis un élu. Puis, ça me dérange pas en tout d'en parler. Puis, vous pourrez sortir des trucs de «Ah, tu devrais être exemplaire». Je m'en sac complètement de l'exemplarité. Moi, là où je veux en venir, c'est que les normes, la réglementation, les lois, ça n'a rien à voir avec la moralité, le bien commun. Mais j'espère que vous avez réalisé ça dans votre vie. Sinon, ça va peut-être être un choc, mais ça va être un passage nécessaire pour comprendre ce qu'on vit justement en ce moment dans notre société québécoise et à travers le monde à différents degrés. Une norme, un règlement, une loi, ça devrait théoriquement être le reflet d'un consensus social. Donc, les règles qu'on se donne nous-mêmes pour, dans le fond, qu'on puisse voir au bien commun. OK? Est-ce que vous trouvez que le bien commun est servi dans ce changement de règlement-là? Est-ce qu'on a été consulté? La réponse est évidemment non. Est-ce que ça sert le bien commun? Je ne crois pas du tout. À qui ça sert? Ça sert aux gens, à l'industrie qui sont en position de pouvoir, en fait, pour imposer ces choses-là. Donc, comme je vous disais, le sens moral et, dans le fond, le droit, comment je l'ai nommé tantôt, la législation puis la moralité, c'est deux choses complètement différentes. Donc, ce qu'on se rend compte, puis vous pouvez aussi faire des parallèles avec d'autres domaines de la société, c'est que les lois n'ont rien à voir, règle générale, avec le bien commun. Là, ce que je trouve intéressant dans un cas comme celui-là, c'est que on vient jouer à sur la réponse à l'égard d'un besoin fondamental qui est s'alimenter. Imaginez que vous êtes une famille qui vise à s'autosuffire le plus possible, qui est un mode de vie qu'on est en train d'embrasser, nous, notre famille de 5, avec donc mes 3 enfants et mon amoureuse. Donc, autoproduire de la chair, des œufs, des légumes, toutes sortes de choses comme ça, conserver, transformer, déshydrater, lacto-fermenter, name it. Donc là, on vient jouer d'un besoin fondamental, donc de s'alimenter. Là où je veux en venir, c'est que je trouve, s'il y a quelque chose de positif à ressortir de cette situation-là, je trouve, c'est que des décisions qui sont complètement déconnectées du bien commun viennent donner des arguments de plus en plus de personnes à dire là, vos décisions là, que vous prenez à la va-vite, parce que ça a été le cas, il n'y a personne qui a vu ça passer, là, il y a eu zéro consultation à ma connaissance là-dessus. Ben, les décisions que vous prenez, là, ils font aucun sens pour moi. Donc moi, je vais y aller avec mon sens moral, puis je vais continuer à pratiquer comme il se doit, comme je juge que je dois le faire, même si ça transgresse vos lois. Je pense qu'on va être de plus en plus nombreux à le faire à l'égard de telles normes, à l'égard de d'autres normes aussi, parce que quand on se met à creuser un peu, moi je fais des recherches à plusieurs égards, puis je me rends compte que c'est généralisé en fait. Le contrôle exercé au Québec, c'est particulièrement intense. Là. Vous pouvez le voir dans la gestion sanitaire de la COVID. On est parmi le top 3 des États dans le monde où on est le plus sous des mesures, je dirais, exigeantes
après l'Australie, après la France. Nous autres, on n'est pas loin derrière la France. Vous ferez vos recherches, mais je ne veux pas embarquer dans des polémiques là-dedans par rapport à ça. Fait que, tout ça pour dire que vous pourriez réagir de manière, je dirais, habituelle avec, je sais pas, des pétitions, ou contacter le ministre de l'Agriculture, ou les fédérations, ou l'UPA, ou votre député, peu importe. Personnellement, j'y crois pas du tout. Pas du tout. Fait que je pense que, personnellement, je sens que le moment est venu de saisir se saisir du sens moral que l'on possède, et puis de poser les actions qui correspondent à notre cœur. À sortir de la peur, ah, je vais être un criminel, je transgresse une loi, mais si vous jugez que cette loi-là a fait aucun sens, puis ajoutez à ça le fait que là, on vient impacter des projets d'autosuffisance alimentaire. On est dans un domaine de base, l'alimentation. On s'entend que ça fait partie des besoins de base. Après, aussi boire de l'eau, bien dormir, socialiser. L'alimentation en fait partie. Donc, vous pouvez poser d'autres actions comme ça. Puis, si on est plusieurs personnes à poser de telles actions, il va y avoir un poids là-dessus. Il faut mettre en lumière, je pense, les non-sens qui se traduisent dans une législation. Si tout le monde dans son coin se dit ça n'a pas d'allure, j'envoie une petite lettre, mais vous risquez de recevoir seulement une accusé-réception si vous êtes chanceux, puis il n'y aura pas de suite qui va être donnée à ça. Vous pouvez l'essayer, encore une fois, l'important c'est de se respecter puis y aller avec l'élan du cœur, mais moi j'y crois pas. Donc si tout le monde avale la pilule puis ah c'est de même, c'est de même, non, on a un pouvoir par rapport à ça. La législation, je le rappelle, les lois, les règlements, les normes devraient traduire un consensus social, devraient être basés sur des échanges, dans le fond, sur les différents enjeux pour en dégager quelque chose qui somme toute, va aller dans le sens du bien commun. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la situation présente. Donc, je voulais réagir par rapport à ça parce que, évidemment, étant permaculteur, étant dans le domaine de la garde-poules, évidemment, vous me connaissez là-dedans, puis aussi autosuffisance alimentaire au niveau individuel, mais je fais des actions pour le porter au niveau collectif, ben je sentais que j'avais un devoir de vous partager mon point de vue par rapport à ça. Fait que je ne sais pas si comment vous réagissez, si vous avez des commentaires là-dessus. L'idée n'est pas de créer de polémique, mais peut-être que vous trouvez que ça n'a aucun sens ce que je dis, que vous vous sentez interpellé, puis c'est bien correct. Mais moi, depuis quelques années, j'ai décidé de ne pas me taire, de dire, en tout respect des autres, mais de me respecter, de dire haut et fort quelle est ma vérité, qu'est-ce qui se trouve dans mon cœur, puis de le partager. Fait que c'est exactement dans cette dynamique-là que je vous adresse la parole dans le cadre de la présente vidéo. Si pour vous ça a du sens, vous pouvez voir un peu ce que vous pouvez faire avec ça, peut-être les partager ou quoi que ce soit. Je n'ai aucun problème à ce que ça soit partagé puis que ça se rende sur le bureau de l'UPA où je m'en sac complètement parce que j'aimerais bien ça avoir un débat avec ces gens-là là, pour qu'ils puissent m'expliquer le bien commun, le bien fondé derrière une telle décision. Je pense qu'il y en a aucune que je vais trouver convenable. Et puis, dans le fond, la force de ces gens-là, c'est de se penser puissant, puis d'imposer top-down, dans le fond, leur vision des choses. Puis, la masse de gens, donc les gens qui sont plus nombreux, ils restent écrasés, puis ils font rien, dans le fond, parce qu'ils disent ah, ils doivent savoir ce qu'ils font, ou ben là, j'ose pas transgresser cette norme-là parce que je veux pas être jugé par mes pairs. Hein. La société est beaucoup régie comme ça. On a peur du regard de l'autre. Moi, c'est quelque chose que je suis en train d'écarter complètement de ma vie. Puis je vous dis, je vous invite à faire des pas de ce côté-là parce que faut pas le voir, à mon avis, comme une façon de ne pas respecter les autres. Parce que dans le fond, on se respecte entièrement, mais tout est dans la façon de partager son point de vue. OK? Je vous ai donné mon opinion frais de sec là-dessus. Je ne juge pas personne personnellement. Je traite pas de nom, mais je vais nommer les choses, je trouve ça totalement abusif, non fondé.
la situation actuelle. Donc voilà, j'espère que ça résonne en vous. Tant mieux si ça le fait. Si ça le fait pas, il n'y a aucun problème. Vraiment, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce que j'ai dit. Vraiment, l'important, là, particulièrement dans la situation actuelle, c'est de se faire confiance et se réapproprier notre sens critique. Ne pas se laisser imposer, même par moi, une opinion préfabriquée. Donc, c'est important qu'on se réapproprie tout ça. Pour moi, c'est fondamental. Puis, je veux œuvrer de ce côté-là. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je sais pas, ça. Ah, 20 minutes. 20 minutes. J'avais pas de plan de match. Puis donc vous pouvez partager si ça vous dit. Si ça vous dit pas, ne partagez pas. C'est bien correct. Puis juste pour terminer, j'ai l'intention de faire davantage de live. Sachez-le, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, des vidéos live ou même des vidéos préenregistrées. J'ai une grosse première moitié d'année avec mon décollage à temps plein dans mon entreprise. Fait que là, il y a beaucoup d'affaires à gérer. Puis ça va être une autre grosse saison de poule. J'ai beaucoup sollicité, j'en demande pas mieux, mais là, j'ai plus de temps pour faire ce genre de choses-là. Fait que je vous souhaite une super belle journée. On va essayer de voir le côté positif des choses. Dans le fond, moi, le côté positif que je ressors de ça, c'est que ça me rend de plus en plus confortable à assumer le fait que je ne respecterai pas de telles normes qui, dans le fond, ne visent pas le bien commun et ne font aucun sens à mon cœur, tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite une super belle semaine, puis on se dit à bientôt. Salut!